bienvenue au 17e épisode de notre podcast Retour sur les attentes. Je suis toujours avec Jonathan. Comment tu vas, Jonathan? Ça va bien, Joss. Un peu fatigué, vivement les vacances, elles approchent tranquillement, mais ça va très bien. Et toi? Moi, ça va bien, pareil. Je me vois là sur l'écran, je vois un visage un peu fatigué quand même, hein. Pas le tien. Je parle pas de toi, je parle de moi. Mais, c'est vrai que là, on voit un peu le fait que les vacances sont nécessaires. Très, très Exactement, nécessaires. tout à Après, fait. je te vois toujours en pull. Moi, je suis en t-shirt, je te vois toujours en pull. Donc, Ah, c'est quelque chose, hein, c'est exceptionnel, hein, c'est vraiment c'est une année à oublier au niveau de la météo, quoi. En tout cas, dans le grand nord de la France, hein, parmi les Nordiens, c'est une année à oublier, en tout cas. bon. Tu vas aller dans le sud quand même pour les... Hein, non? Tu vas trouver un Ah, peu de bien soleil pour les sûr. vacances? Ah, bah, Ah, bah bien sûr, voilà. hein. Chaque année, c'est la grande transhumance, quoi. Je veux dire, ouais, nous sommes obligés de nous diriger vers le sud pour aller chercher le soleil. Donc voilà, ça j'ai hâte de faire le plein de vitamine D naturelle. Donc au programme le sud et un détour par la Suisse, pays que j'affectionne particulièrement. Donc et là, quel que soit le temps, dans tous les cas, je serai content d'aller en Suisse. Super. Et quel bilan est-ce que tu fais de ces premiers semestres au niveau perso, au niveau pro? Alors beaucoup de projets à mener en simultané, hein. Je pense que aussi c'est aussi ce qui peut expliquer l'état de fatigue, c'est de savoir jongler avec les différentes casquettes. Hmm. Ça n'est pas anodin. Mais il y a quand même pas mal de choses qui avancent, hein. C'est quand même intéressant. On avait discuté, mais je suis toujours très satisfait de constater que l'évaluation reste vraiment un sujet, comment dire, central, hein. C'est un peu la pierre angulaire. Là, j'ai passé comme tu le sais, j'ai passé l'audit de surveillance Calliope Ouais. pour l'Académie AG6. Et en fait, sans dévoiler les propos tenus lors de l'audit, on voit très bien que l'évaluation est vraiment ouais, cette pierre angulaire et à quel point ça facilite grandement la démarche, on va dire, je vais appeler ça la démarche Calliope, mais les process mis en œuvre, etc. Sur beaucoup d'indicateurs et de façon générale, ça donne un état d'esprit Hmm. qui est vraiment dirigé vers l'amélioration continue. Donc c'est vraiment utile, y compris pour Calliope. Et ça s'est bien passé, l'audit? Très bien, très bien. Bon, j'attends la décision finale du comité de certification, mais a priori, pour l'instant, on est sur zéro non-conformité, mineur comme majeur. Donc voilà, je peux partir en vacances avec le sourire et l'air un minimum détendu. Bon, maintenant, tu peux avoir aussi l'œil critique. Si tu réussis Calliope, tu peux le critiquer tant que tu veux. Exactement, Tu- ah bah oui. tu- Ah ben tout à fait. Alors ça, après, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose que je ne reste pas critique. Et c'est un peu comme, tu vois, là, j'ai toujours un regard critique sur l'intelligence artificielle, et pourtant je me suis formé longuement à l'intelligence artificielle. Donc justement pour savoir ce dont il est question, hein, ce dont il retourne. Je crois qu'on dit ça comme ça. Mais oui, Calliope, voilà, pour moi reste quand même dans une logique très, on va dire, très une logique de contrôle, Hmm. une logique de contrôle. Et tu vois, avec ma casquette de responsable de l'Académie AGC, je travaille avec différents organismes de formation, la plupart certifiés Calliope. Et sans dévoiler de nom, il y a des fois, je me dis, c'est quand même dingue qu'ils soient certifiés Calliope, parce que je ne retrouve absolument pas ce que je connais de Calliope. Et donc, je me dis, voilà, si derrière, je n'étais pas là aussi pour faire le lien en interne avec mes collègues, avec les collaborateurs d'AG6, pour cadrer des choses, etc., il n'y aurait strictement aucun impact en termes d'efficacité. Voilà, oui, super. On a des process plus ou moins détaillés, on a des documents plus ou moins bien fournis, etc. Mais la question de l'impact, voilà, pour moi, elle est toujours absente des débats. Ouais, le premier critique pour moi, forcément, c'est ça, hein, c'est que on fait tellement attention dans un démarche qualité, qu'est-ce qui se passe dans l'information, qu'on Hmm, oublie pourquoi on fait la formation. exactement. Et deuxièmement, on peut avoir une stratégie un peu, j'imagine, comme ces OF qui font l'audit, qui attendent de savoir qu'est-ce qu'il faut corriger
Mm. Et après, Oui, ils corrigent et après, ils ont le truc, tu vois. Donc, plutôt exactement. que tout faire bien pendant l'année. Ça, c'est une stratégie comme une autre. Exactement, ouais, ouais. C'est le coup près, hein, le coup près Calliope. On se dit, il faut vraiment être prêt pour l'audit, pour les différents audits, etc. Mais est-ce que ça change notre état d'esprit, notre posture? Est-ce que, Hmm. on arrive à convaincre nos clients de la valeur ajoutée de la chose? Bon, là, j'affiche quand même un certain scepticisme. Mais c'est pas un facteur de différenciation, hein, Calliope. On Non. pensait que ça allait être, hein, euh, que si on est Calliope, ben, ça permet de montrer à nos clients qu'on est sérieux. Mais finalement, 45 000 organismes certifiés, on est perdu dans la masse. Ouais, tout à fait. Oui, oui, clairement. Et on le voit, il y a un mouvement d'ailleurs d'affichage sur LinkedIn où on a beaucoup de personnes qui rédigent des publications pour dire bon, Calliope et moi, c'est fini. Hmm, Un peu comme Capri, c'est fini. C'était la hmm, ville de mon premier amour, mais là, c'est vraiment j'arrête Calliope et voici les raisons, etc. Alors parfois, c'est assez brutal, parfois, c'est très bien argumenté. Et on hmm. voit que, oui, il y a eu un mouvement, donc des milliers, voire des dizaines de milliers de prestataires qui se sont certifiés. J'ai pas les chiffres en tête, mais derrière, voilà, beaucoup de gens aussi qui se disent, bon, finalement, l'intérêt est moindre. Donc, ouais, il faut se poser la question. Je pense que c'est sain de se poser la question de est-ce qu'il faut continuer ou pas, est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée pour soi ou pour ses clients. La réponse n'est pas toujours évidente. Le bilan que moi j'ai fait de ces premiers 6 mois, c'est qu'on a eu une très forte activité, donc je pense que c'est super. Par contre, Ouais. on a eu aussi de nos efforts sur le podcast, sur l'infolette que tu fais, sur Mm. les vidéos qu'on a produits aussi, qu'on a eu des retours très qualitatifs qui Ouais. sont vraiment très sympas, hein. On sait que les gens nous écoutent, on sait que les gens nous regardent et qu'ils lisent ce qu'on fait. Ouais. Euh, Parfois, je suis un peu attristé en même temps, si je peux sortir une émotion, Ouais. que on reste très, je sais pas, on reste toujours à côté des gens qui veulent, qui sont très volontaires, tu sais, qui sont très, entre guillemets, très professionnels dans leur approche. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans une vocation de bien faire la Oui. formation pro, Ouais. qu'ils sont attachés à nous, ce qu'on dit et ce qu'on fait, tu vois. Mais c'est pas la masse. Et j'aurais Mm. tellement voulu que tout ce qu'on fait aussi, tu vois, ça soit vraiment l'inverse de tout le monde qui fait la formation, parce qu'il y en a tellement qui le font, ils Mm. ont cette même attitude. Je sais pas ce que c'est clair ce que je dis. Si, si, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Ah, ça reste étonnamment. Bon, il y a des raisons derrière, mais ça reste parfois des sujets confidentiels, on va dire. Le fait de questionner l'évaluation, de questionner l'impact des formations, etc. Moi, je continue à croire que comme nous sommes dans un milieu de sachants, on reste beaucoup plus intéressé par les questions on va dire, de contenu, de pédagogie, etc., de méthodes pédagogiques, d'innovation pédagogique, et sans toujours se poser la question de l'efficacité de tout ça, quoi. Peut-être parce que ça poserait des questions qui fâchent, et Oui. parfois ça pourrait nuire d'ailleurs au chiffre d'affaires, hein, lorsque l'on est prestataire. Euh, mais effectivement, je pense que tranquillement, tranquillement, quand même, Oui. on va dire, suivent leur cours, hein. On voit qu'il y a des choses qui s'enclenchent, etc. Hmm. Donc, on touche de plus en plus de monde, comme tu l'as dit, par les différents médias. Les retours sont très bons. Déjà, pour moi, ça compte plus. Enfin, le qualitatif compte plus que le quantitatif. Donc, Ouais, c'est voilà, vrai. tranquillement, on va embarquer davantage de monde, quoi. Hmm. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est toujours intéressant dans les efforts de sensibilisation, comme ça, le temps que ça prend Oui, pour faire bouger les choses. Et ouais, donc, du coup, il faut être patient. exactement, exactement. Hmm. Et puis voilà, honnêtement, je préfère avoir, tu vois, ça me fait penser à l'effet l'effet Lindy, hein, j'ai certainement mal de définir, mais je crois que c'est l'effet Lindy, où l'on dit que finalement, voilà, la valeur d'une chose est un peu corrélée, on va dire, à son ancienneté, tu vois. Donc, par exemple, quand tu veux lire un livre, il vaut mieux aller chercher un livre qui a déjà été publié depuis
plusieurs années, où tu te dis, Oui. voilà, si ce livre existe toujours, normalement, les idées ont traversé le temps plutôt que Hmm, un livre qui vient de sortir, où tu te hmm, dis, bah, peut-être que dans un an, tout le monde l'aura oublié. Et hmm. aujourd'hui, on a ce phénomène avec l'intelligence artificielle où tout le monde en parle, tout le monde en parle. Là, j'ai un client qui me disait, voilà, notre direction veut de l'IA, donc il faut trouver le moyen d'en parler. Je dois animer une conférence pour ce client en disant, voilà, il faut parler de l'IA. Donc, je vais en parler, peut-être pas dans le sens où le client l'attend, mais, euh, mais peut-être que dans un an, plus personne ne parlera d'IA. Alors que l'évaluation, bah, Kirkpatrick, c'est quand même 1959 hein, à la base. Donc ça fait quand même quelques années que ça dure. Ouais, ouais, exactement. Et on a de beaux projets pour la rentrée, hein. On va pas les voir là maintenant, mais on a quand Tout à même fait. des belles choses à venir aussi. Donc, ça, c'est bien. Exactement. Hmm. Exactement. Alors, parle-nous de notre invité, Frédéric Pascal. Alors oui, on reçoit Frédéric, alias Fred, Hmm. donc qui est on va dire un personnage quand même très très connu notamment sur LinkedIn, hein, on va dire dans la communauté des formateurs, et qui lui-même a créé, a initié sa propre communauté de formateurs. Donc c'est très intéressant parce que Frédéric a une grande expérience de terrain, grande expérience dans l'animation de formation. Et donc, c'est important d'avoir de bénéficier de regards, de retours de ce type, hein, tel que le sien, avec ce type de profil, on va dire, de formateur terrain, parce que ça permet aussi de comprendre aussi bah, ce que peuvent attendre, voilà, les clients en termes d'impact, en termes d'évaluation des formations, comment on peut adapter nos pratiques d'évaluation pour qu'elles soient, on va dire, compatibles avec la réalité, je veux dire, calendaire des formateurs qui généralement voilà, animent plusieurs jours par semaine, etc. Donc voilà, comment on peut mettre les sujets de l'évaluation et de l'impact des formations dans les mains des formateurs. Donc voilà, Frédéric nous partage son expérience, son regard aussi sans concession sur certaines innovations pédagogiques ou technologiques, ou en tout cas promues comme telles. Et donc voilà, c'est un échange vraiment très, très riche, très intéressant et dont on souhaitait faire bénéficier notre audience, en tout cas notamment pour cet été. Oui, aussi un homme avec une personnalité extrêmement chaleureuse, très ouverte, avec plein d'émotions, vraiment quelqu'un voilà, très gentil avec qui bah, la discussion vient très naturellement. Donc, ça, c'était aussi top, quoi, de parler avec quelqu'un comme ça. Mm. Exactement, quelqu'un Mm. d'entier, C'est quelqu'un ça. qui gagne à être connu. Donc voilà, Hmm. si vous ne le connaissez pas encore, bah, ça va être l'occasion de le découvrir. Bon, voilà, on va passer maintenant là, à l'entretien avec Fred. À bientôt. À bientôt. Bonjour tout le monde, je suis avec Jonathan et on a le plaisir aujourd'hui de faire un entretien avec Frédéric Pascal ou Fred Pascal, donc formateur et coach pour les dirigeants qui fait, je pense, la cohésion d'équipe. Donc, Fred, bienvenue. Salut Joss, salut Jonathan, merci pour votre invitation, c'est un grand plaisir. Avec grand Plaisir plaisir partagé. aussi. Ouais, plaisir partagé aussi. Comment tu vas? Bah écoute, c'est la forme, il fait beau, c'est le début de l'été, c'est vendredi, donc il y a plein de choses qui se profilent de façon très sympa. Bon, tu demandes mal, hein, parce qu'il ne faut pas parler de la météo devant Jonathan, hein, tu le sais, hein. Ça devient la blague récurrente. Pardon Jonathan, j'avais oublié. Oui, voilà. C'est pas grave, je te pardonne volontiers. Bon, comme d'habitude, donc nous, on a toujours la même question pour démarrer. Très simple. Fred, qui es-tu? Ah, alors Frédéric, Pascal c'est mon nom de famille, j'évite de me faire appeler comme ça parce qu'il y a souvent la confusion entre les deux, donc je me fais appeler Fred en général. Qui je suis? Bah, je suis un formateur et coach si on se place d'un point de vue professionnel. Voilà, j'interviens auprès des entreprises de tout type, de tout secteur d'activité, et notamment sur management, communication et coaching d'équipe. Et aujourd'hui, ça fait 11 ans que je fais ce métier. Dans une vie d'avant, j'ai évolué en particulier dans les services. J'ai un passé d'employé de banque notamment,
où j'ai notamment pas mal travaillé dans la partie commerciale et management. Et la quarantaine venue, ça a été le moment de la reconversion, donc un grand classique. Hein. De ce côté-là, j'ai aucune originalité. À 40 ans, des questions qui se posent, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que je veux faire de ma deuxième partie de carrière, et une reconversion vers la formation. Tu as toujours eu l'envie de transmettre des savoirs, d'aider les gens, d'avoir cette posture de formateur ou de coach, même quand tu étais dans la finance? Ouais, en fait, j'ai souvent l'habitude de dire que formateur, je l'ai toujours été. Alors, c'est pas qu'une pirouette, une expression de langage, mais très jeune, en fait, pendant que j'étais étudiant, j'avais un job en parallèle de formateur dans un lycée agricole. Donc, en fait, j'ai fait mes armes de formateur. Alors, bien sûr, à l'époque, c'était dans un contexte très différent. C'était des vacations. Je faisais quelques heures par semaine sur des matières d'enseignement général, le sport, le français et un peu d'anglais notamment. Et en fait, le virus, je pense qu'il a commencé par là, même si à l'époque, je ne le voyais pas comme ça, parce que c'était plus un job pour pouvoir financer mes études. Mais c'était déjà une première expérience qui m'avait bien plu, même si je ne m'imaginais pas poursuivre. Mais très vite, en fait, je me suis aperçu que c'était une dimension que j'aimais beaucoup, y compris dans mon job dans la banque, où j'avais notamment la charge de former mes collègues en animation de réunion et les plus jeunes au niveau bancaire, produits, techniques de vente, etc. Et c'est vrai que c'est une partie de mon job qui me plaisait vraiment beaucoup. Il y a quelque chose en particulier qui te plaît dans le métier de formateur? Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Mais en particulier, chez moi, c'est sans doute l'inspiration qu'on donne au-delà de ce qu'on transmet, au-delà des bons moments qu'on passe, parce qu'on passe des très bons moments en formation. C'est une dimension importante pour moi, cette dimension de convivialité, de moments partagés. Il y a toute cette inspiration et surtout, il y a ce rôle de déclic. Je vois un peu mon job comme l'étincelle. L'étincelle qui donnera envie aux autres de faire des choses, de croire que c'est possible, de se dire que tiens, il y a des choses que je vais tester et ça m'ouvre aussi des perspectives peut-être vers des horizons que je n'avais pas imaginés. C'est ça en particulier que j'apprécie dans mon job. Alors, comme tu parles justement on va dire de faire jaillir l'étincelle, tu as aussi une activité particulièrement intense et régulière sur notre réseau social préféré, sur LinkedIn. Est-ce que justement c'est dans le prolongement, on va dire, de cette activité, de ta vision du rôle de formateur, de vouloir voilà, partager un peu des pratiques, des réflexions avec la communauté de formateurs. Et puis, tu pourras nous en dire un mot aussi, si tu veux bien. Tu as aussi créé ta communauté en ce sens. Donc, peut-être une extension de ta communauté déjà active sur LinkedIn pour en faire aussi une communauté dédiée. Ouais, alors LinkedIn au départ, entre lui et moi, c'est une histoire d'un petit peu d'amour contrarié. J'ai très vite imaginé que c'était un réseau qui allait être intéressant d'un point de vue pro. Alors, tant au niveau de la veille que je pouvais faire sur LinkedIn, mais aussi très clairement concernant un aspect un peu développement commercial. Mais comme plein d'autres, hein, j'avais pas de stratégie, j'y allais un petit peu au doigt mouillé. Et bien évidemment, les retours étaient catastrophiques. Et puis, il y a 2 ans maintenant, j'ai vraiment décidé de me donner les moyens de faire des choses sur LinkedIn. Donc là, j'ai vraiment travaillé, j'ai observé, j'ai testé des choses jusqu'à trouver ma ligne éditoriale, un ton certainement, et puis une régularité. En gros, les critères qui permettent d'obtenir des résultats sur LinkedIn. Et puis, mais ça a été un petit peu, je dirais, des effets que j'avais pas imaginés. Mais LinkedIn, c'est devenu pour moi un moyen de poser en fait ma réflexion. Et ça, c'est intéressant. C'est une dimension peut-être qu'on sous-estime. Mais moi, je m'aperçois en fait que sur LinkedIn, je vais également poser mes idées, je vais les structurer, je vais les partager, je vais pouvoir justement voir également quel accueil ils pourront recevoir de la part des autres. Et dans les commentaires, notamment, il y a souvent des choses intéressantes et inspirantes auxquelles je n'ai pas pensé. Et ça me permet certainement d'apporter de la nuance aussi, parce que bien sûr, j'ai des convictions, j'ai des idées, et comme tout le monde, hein, je pense que c'est ma vision qui bien sûr, domine le plus souvent. Et le fait justement de pouvoir avoir cet échange, ce partage et la structuration de mes idées et les réactions alimentent ma réflexion. Et vraiment, c'est une dimension que j'avais sous-estimée, mais qui aujourd'hui est très présente sur LinkedIn. Hmm. C'est intéressant. Et la communauté que tu as créée, j'imagine qu'il y a un objectif différent derrière, ou est-ce que justement tu testes aussi des idées, on va dire, tu mets à l'épreuve
tes convictions? Enfin, quel est un peu l'objectif de cette communauté? Alors, la communauté que j'ai créée, je l'ai appelée la communauté Socratec. Petit clin d'œil à notre maître à tous quand on est dans les domaines de l'accompagnement et qu'on cherche à faire émerger les idées, la fameuse maïotique. L'idée pour moi, ça a été surtout de briser l'isolement des formateurs. Moi, ça fait 11 ans que je fais ce métier et c'est vrai que très vite, je me suis aperçu en fait que c'est un paradoxe vivant, c'est-à-dire qu'on est constamment entouré, clients, apprenants, protagonistes de la formation. Et pourtant, quand nous, en tant que formateurs, on a besoin de se tourner vers les autres, il n'y avait pas vraiment d'espace qui permettait de le faire. Donc, ça a été ça la première vocation de ma communauté. Et puis la deuxième, c'est que pour moi, il y a une dimension ludique. Je veux que ce projet soit fun, je veux réunir des personnes qui partagent ces valeurs, et puis de l'intelligence collective. Parce que je pense qu'aujourd'hui, notre défi en tant que formateur, c'est de pouvoir justement progresser, et je pense qu'on progresse davantage par la pratique, par le fait de l'émulation, de se frotter avec les idées des autres. Et c'est pour moi la vocation de cette communauté qui fonctionne en intelligence collective. C'est l'occasion que les cordonniers ne soient pas les plus mal chaussés, on va dire, quoi. C'est aussi une question Bah, d'exemplarité et puis que les formateurs Ouais. continuent à apprendre, mettre à l'épreuve leur pratique, etc., quoi. ouais, exactement. Euh, Exactement. c'est vraiment, ça c'est très, très, très pertinent et c'est vraiment essentiel, hein. On le voit aujourd'hui, le rôle des communautés. Alors, on parlait de LinkedIn, hein, mais LinkedIn, on est un peu dans je veux dire, voilà, dans quelque chose de très, très global, hein, donc Mmh. très, parfois impersonnel. Et c'est Ouais. vrai que la création de communautés dédiées sont nécessaires, alors d'autant plus pour les personnes qui travaillent en tant qu'indépendants, en tant que freelance, etc., où on n'a pas nécessairement des collègues avec qui échanger. Donc c'est vrai que c'est judicieux et pertinent. Je pense que voilà, ça va aller, on va dire, en se développant ces différentes communautés. Ouais, Jo- je crois beaucoup. Mmh. Je trouve Joss? que, Ouais. ouais, mais je trouve que dans le marché de la formation professionnelle, c'est un grand marché, mais c'est aussi un petit marché. On a tendance à être assez atomisé, Ouais. dans le sens où c'est un peu opaque et on, on a du mal à travailler les mains dans les mains. Et donc, je trouve que vraiment, ouais, travailler en réseau, travailler avec les autres, ça fait du bien parce qu'aussi, parfois, un problème de crédibilité. Par exemple, Fred, tu as dit que bah, ça fait que 11 ans de reconversion de métier, tu vois. Et souvent, en fait, j'ai dit toujours aux gens, en fait, lorsqu'on est petit, on n'a pas forcément un projet de devenir formateur professionnel pour les adultes. On n'a pas forcément un projet de travailler dans un organisme de formation professionnelle. C'est souvent plus tard qu'en fait, on tombe un peu dans le bain. Ce qui fait que ben, on a besoin d'aide, on a besoin de s'épauler, je trouve. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça, Joss. Tu as raison, hein. Je pense pas qu'on ait la vocation petit. On se dirige vers d'autres métiers, pilote de ligne, pompier, policier, bref. Encore qu'aujourd'hui, ça a peut-être changé. Mais je pense qu'en effet, moi, ce que j'ai constaté aussi sur le marché de la formation, qui, tu le disais, est très atomisé, il y a une sorte de crainte, de méfiance, la peur, en fait, qu'on me pique mon fromage. Alors que moi, je suis convaincu, à l'inverse, que la coopération, c'est profitable à tout le monde. Et je le vois bien dans la communauté parce que je commence à voir, et c'est vraiment très réjouissant pour moi, des échanges en termes de contacts, des opportunités. Parce que je suis convaincu qu'en fait, on a tous intérêt à jouer le jeu justement de la coopération et qu'à un moment donné, ce que moi j'aurais permis en termes de débouchés, en termes de contacts, me reviendra à un moment ou à un autre par les autres de la communauté. Est-ce que tu penses que, bon, on commence à se connaître, je pense que tu es quelqu'un de très optimiste, très positif, j'imagine, hein, dans la vie, mais toi tu dis que là, c'est vrai qu'on vit un peu dans la crainte. Et moi je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu fais un lien avec tous les contrôles communs, les systèmes de financement, les audits, les Calliope? Est-ce que tu penses que il y a quelque chose là-dessus qui fait qu'on vit un peu dans la crainte aussi, ou c'est juste le fait qu'on est un peu seul? Ouais, alors, l'analyse que je fais, moi, très clairement, Calliope, je vais essayer d'être nuancé pour une fois. Quand je m'exprime sur Calliope, sur LinkedIn, je ne suis pas dans la nuance, mais LinkedIn n'est pas un réseau non plus où on fait dans la nuance, puisqu'on est limité dans son expression par le nombre de caractères, donc il faut être assez tranché et parfois très caricatural. J'ai ressenti, moi, le besoin qu'une régulation soit faite. Très clairement, quand j'ai commencé, c'était vraiment le Far West. C'était très facile d'obtenir un numéro d'enregistrement. Les relations avec les OPCO se basaient sur des documents qu'on pouvait falsifier très facilement. Il y a prescription, je peux en parler, mais moi, je ne le faisais pas. Mais cette régulation, au fond, je ne suis vraiment pas contre. Par contre, la façon dont ça a été fait, il y a beaucoup à dire.
Ouais, clairement. On pourrait en parler longuement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on se faisait la réflexion, tu te souviens, Joss, lorsque il y avait eu des manifestations, ça remonte il y a quelques années quand même, de Ouais. différents corps de métier. On n'était pas encore à l'époque des Gilets jaunes, hein, c'était encore avant Hmm. ça. Et en fait, Oui, on se faisait la réflexion finalement, enfin, qui était la suivante, on ne voit jamais Hmm. les formateurs et les formatrices défiler dans la rue. c'est C'est clair. vrai. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est le lieu ou l'endroit, etc., mais c'est vrai qu'on est dans une profession où finalement on subit beaucoup. Ouais. À chaque élection présidentielle vient sa réforme, etc. Les réformes s'enchaînent, les réformes, des réformes, des réformes, des réformes. Hmm. Et puis finalement on subit. Et puis c'est vrai que on n'a peut-être pas cette notion de collectif pour avancer en rang serré. Et donc, enfin, c'est d'autant plus nécessaire, oui, de fonctionner en communauté. Et puis, oui, enfin, tu le disais, hein, je pense que le gâteau de la formation, si je puis dire, est Ouais. gros. Et il ne faut pas voir de la compétition partout. Et au contraire, il y a vraiment des synergies à imaginer. Et puis, d'autant plus lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est freelance, pour aller attaquer, façon de parler, des gros clients, des gros contrats. C'est bien de pouvoir compter sur son réseau, de pouvoir identifier des personnes avec qui travailler, d'avoir des profils complémentaires, etc., quoi. Ouais, mais complètement. Puis plus globalement, je pense que la formation est dans la société. Donc, on est très clairement, je pense, en ce moment dans une société du contrôle, de la surveillance, de la méfiance. Et si on veut restaurer la confiance, justement, ça passe peut-être par le fait de donner un peu plus de liberté aux acteurs. Et pour moi, la sanction, elle doit venir a posteriori et elle doit venir d'une part de la part du client. C'est-à-dire que pour moi, le juge de paix, il est là. Hein. C'est-à-dire que quand je suis bon, bah, mon client, il me recommande et il est satisfait et il va retravailler avec moi. Si je suis pas bon, il le fera savoir également et la relation s'arrêtera là. Et peut-être également faire preuve de plus de sévérité envers tous ceux qui entachent notre métier. Enfin, quand je vois les arnaques au CPF, quand je vois parfois certaines formations, je trouve ça lamentable. Alors, on nous annonce parfois des sanctions exemplaires, mais j'ai quand même le sentiment que c'est un peu celui qui se fait attraper et puis il prend pour tous ceux qui passent entre les mailles du filet. Donc, je pense qu'il y a, en effet, tu disais, Joss, une approche optimiste de ma part. Je veux résolument rester optimiste. Et je suis loin d'être un ultra-libéral qui prône une société du laisser-faire et du laisser-aller. Mais je pense qu'à l'inverse, on est tombé dans un contrôle qui est devenu excessif, très pointilleux, et qui surtout, et c'est là où je le déplore, fait pas toujours preuve d'intelligence. Je pense qu'en plus de ça, on contrôle des éléments qui parfois sont pas forcément les plus pertinents. Donc c'est plus là-dessus, à mon avis, où il y a une réflexion à envisager, plus qu'à remettre en question complètement telle ou telle norme. C'est plus l'esprit de la norme à remettre en question que la norme elle-même, qui vraiment, ça me fait bizarre de le dire, mais elle a une raison d'exister. Vraiment, encore une fois, hein, j'ai connu l'avant et je sais à quel point c'était un grand laisser-aller et évidemment, ça constituait des dérives. Hmm. Je- Non, je pense que, non, je suis d'accord avec toi. C'est très bien dit, très bien raisonné. Bon, si on tourne la page et on se concentre sur ton métier, c'est quoi ton approche en tant que formateur, en tant que pédagogue? Qu'est-ce que tu privilégies comme méthode et comment tu travailles? Alors, j'ai eu, je dirais, un insight, un moment clé dans ma carrière il y a à peu près 5 ans, à peu près, je vais le dater, mais ça n'a pas été un mot. J'ai pas une date précise, mais j'ai eu un cheminement. J'ai commencé ma carrière comme formateur. Aujourd'hui, je l'appellerais formateur à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment dans la transmission pure et dure. Mais quand je dis ça, je le faisais en toute bonne foi, d'une part. Je n'avais pas la connaissance d'autres façons de faire, parce qu'à la base, je n'ai pas de formation de formateur non plus. Donc peut-être que ça a également joué justement sur mon approche. Et je jouais beaucoup sur l'énergie, sur justement, tu parlais d'optimisme. Je jouais beaucoup là-dessus. Donc je personnalisais, je pense, beaucoup les formations. Il y a 4-5 ans de ça, j'ai commencé à m'intéresser aux méthodes participatives. J'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence collective, au design thinking, etc. Et ça a vraiment complètement chamboulé ma conception de la formation. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui est central, c'est vraiment l'implication, c'est la participation des apprenants
Et c'est le fait de les mettre en valeur et de les voir s'épanouir, de les voir tester des choses. Et je me vois plus aujourd'hui comme un facilitateur, médiateur, régulateur que comme pur formateur. Tu... on était en train de travailler avec Joss sur une vidéo juste avant l'enregistrement où on avait parlé d'évaluation formative. Comme tu parles d'animer le groupe, voilà, d'être en position et en posture de facilitateur, quelle est aussi ton approche en matière d'évaluation? Est-ce qu'il y a des choses que tu privilégies, d'évaluation des formations ou d'évaluation de manière aussi générale, d'évaluation des apprenants, etc. Est-ce que justement tu adoptes plutôt des pratiques d'évaluation formative où tu essayes de mêler des activités pédagogiques à des activités d'évaluation, etc. Enfin voilà, quelle est un peu ton approche en matière d'évaluation? Ouais, alors là-dessus, je dirais que c'est le chantier du moment. Tu vois, ça Hmm, tombe bien. ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est le chantier du moment parce que il y a bien longtemps que je me fais cette réflexion en me disant les méthodes d'évaluation, en tout cas les miennes, sont loin d'être satisfaisantes. Donc je suis en pleine réflexion pour justement travailler différemment sur cette question de l'évaluation et notamment en associant davantage mes clients en amont. Alors, j'ai certaines lectures et je te rends hommage, Jonathan, parce que ça m'a pas mal inspiré quand j'ai lu justement tes différents ouvrages ou en écoutant votre podcast. Et je me dis que la clé, elle est là. C'est vraiment en amont concernant ce que je peux créer, construire, co-construire avec mes clients pour arriver finalement à un système d'évaluation qui soit à la fois pertinent, efficace et qui enfin nous donne un minimum d'objectivité par rapport justement aux apports de la formation. Je travaille vraiment là-dessus. D'une part, parce que par conviction, parce que pour moi, une formation à l'IBI, c'est non merci. Pour moi, une formation, il y a forcément une finalité, il y a des objectifs, il y a un retour sur investissement. Et puis d'autre part, parce que j'en fais un argument commercial et marketing. Donc, à Hmm. partir du moment où je ne vais pas garantir des résultats parce que ça ne dépend pas que de moi, loin de là, mais à partir du moment où je me mouille et je m'implique et je construis avec mon client un dispositif d'évaluation qui tienne la route, c'est un véritable argument marketing. Ça l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, et moi je m'en réjouis, je sens de plus en plus de la part de mes interlocuteurs en entreprise ce besoin, cette envie justement de pouvoir mesurer l'efficacité de la formation et d'en avoir pour leur argent. Et à titre personnel, ça me va bien. Ah bah ça nous va tout à fait bien. C'est justement la question que j'allais te poser, à savoir que demandent tes clients et est-ce que tu sens une évolution à ce niveau? Parce que c'est vrai que avec Just, on l'observe, on va dire pour simplifier, on a vraiment les clients au sens responsable formation notamment qui se disent OK, on veut investir le terrain de l'évaluation, on veut se former, on veut s'approprier cela et puis on veut avoir la main sur le dispositif d'évaluation. OK, très bien. Et ils vont challenger leurs prestataires de formation pour justement obtenir des résultats. Et on a aussi, à l'inverse, les responsables formation qui disent non, l'évaluation, c'est pas mon sujet, je ne comprends pas tout, donc je vais me reposer essentiellement sur les prestataires de formation et je vais attendre d'eux qu'ils me proposent des solutions, des méthodes, des dispositifs pour démontrer un peu l'impact de leur formation. Donc toi, tu vois un peu les deux types de profils? Ouais, je vois. Il y a un passage dans ton ouvrage qui m'a marqué et depuis j'y réfléchis et c'est la situation que je retrouve le plus souvent. C'est la croyance que la formation, ça a forcément du bon. Alors, je Hmm. le dis peut-être pas exactement comme tu l'as formulé, mais ça m'a beaucoup marqué parce que j'entends ce discours. Alors, je l'entends en filigrane, ils ne me le disent pas comme ça directement, mais grosso modo, il y a forcément du bon, donc ils en retireront quelque chose. Alors, d'une, c'est pas sûr. Et puis, Ouais. deuxièmement, si on part avec des ambitions, des objectifs aussi flous, forcément, hein, dès lors qu'on ne sait pas ce qu'on veut mesurer, ben, on ne mesurera rien et on sera incapable de savoir ce qui a réellement ce qui relève de la formation, de ce qui relève peut-être d'une prise de conscience ou de toute autre chose ou de facteurs extérieurs. Donc, je m'évertue là depuis quelques temps à réfléchir avec eux sur des critères pertinents pour pas rester sur la simple réaction en fin de formation. On est content, on a passé une bonne journée, on a bien mangé, le café était bon, la vue était belle. Bref, des choses intéressantes, mais clairement, on n'est pas rentré dans le cœur du débat. Et au fond, on ne saura vraiment jamais si la formation a eu l'apport espéré.
L'impression que j'ai, c'est que tu te soucies peut-être un peu moins de ce qui se passe dans la formation parce que tu connais ton métier et un peu plus par rapport aux résultats pour le client. Ouais, C'est un peu ça. c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avoue, hein, moi, en termes d'évaluation, quand je fais un peu mon bilan, mon autocritique, waouh, je m'aperçois en fait que c'est une partie, non pas que je l'ai négligée, parce que depuis le début, je pense, depuis que j'exerce, j'ai conscience hein, de l'importance, mais à vrai dire, je ne me suis jamais vraiment réellement penché sur le sujet et je vois tout le travail qu'il y a à faire et je vois notamment, tu vois, un exemple concret. Aujourd'hui, et mes prochaines formations, ça sera comme ça. J'ai commencé à le faire la semaine dernière. Très clairement, jusqu'à la semaine dernière, mes évaluations, la formation termine à 17h. Allez, 16h40, bon, c'est le moment de l'évaluation. Hmm. Bon, en 20 minutes, très clairement, tu as fait un tour de table, tu as distribué tes questionnaires. Allez, je fais venir un interlocuteur RH pour qu'il soit témoin, qu'il assiste, etc. Mais très clairement, on n'en retire absolument rien, vraiment pas. Donc maintenant, je vais anticiper, et c'est une suggestion également qui m'a été soufflée justement dans l'ouvrage de Jonathan, puis on a pu échanger dessus. Désormais, après la pause, vers 15h, 15h30, on commence à parler de l'évaluation et on commence surtout à réfléchir à comment on va transposer les acquis de la formation, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, auprès de qui on doit diffuser les infos, etc. Et j'ai vu la semaine dernière, en effet, à quel point cette approche, elle est pertinente. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et, je reviens aux clients et aux demandes des clients. Donc, par rapport à l'évaluation, par extension, est-ce que tes clients, alors je généralise hein, forcément, mais est-ce que tes clients attendent aussi de toi de continuer, on va dire, de prolonger la formation via de l'accompagnement post-formation, des choses de ce type. Donc, et on sait à quel point c'est important pour espérer avoir un, on va dire, un fort transfert des acquis, hein, pour que le transfert des acquis s'opère. Ou est-ce que la majorité de tes clients ont plutôt une attitude du type non, non, mais on vous a juste demandé une formation. Derrière, la porte est fermée. Donc, merci pour la formation, c'était top. Mais le reste, on s'en occupe nous-mêmes ou on s'en occupe pas d'ailleurs. Donc, est-ce que tes clients te challengent aussi sur l'après-formation? J'aimerais te répondre oui, mais dans la réalité, non. En fait, il y a une approche, alors ça bouge quand même, hein, je veux surtout pas noircir le tableau, ça bouge et tant mieux. Et d'ailleurs, c'est peut-être un effet paradoxal du fait que les formations sont de moins en moins financées. Peut-être que les entreprises se disent, bah, quitte à investir, on va mettre le paquet. Et s'il faut rajouter du coaching, s'il faut rajouter un autre dispositif derrière, ben on va le faire. On n'est plus à, je sais pas, 500, 1000, 1500 euros près, donc on va le faire. Donc c'est peut-être l'effet paradoxal et positif justement des financements qui sont beaucoup moins généreux. Mm. Mais dans les faits, il y a une approche quand même encore pour beaucoup d'entreprises assez frileuse de la formation. Ou encore peut-être cette croyance de se dire, bah écoute, ils ont déjà suivi 2, 3 jours de formation, le reste, on peut s'en passer. S'ils font bien leur taf, si le formateur est bon, bah, on obtiendra de toute façon des résultats. Ouais, c'est ça. C'est aussi, je pense, culturellement, oui, c'est compliqué parce que on aimerait que tous nos clients soient un peu plus exigeants par rapport à ce qu'ils veulent, mais bon, parfois ils savent pas ce qu'ils veulent non plus, hein. Donc, et parfois nous, on n'est pas assez outillés pour les aider. Donc, c'est vraiment une démarche globale, hein. Donc, on essaie d'évangéliser, de sensibiliser, d'expliquer, mais on Ouais. comprend aussi que bah, il y a beaucoup de résistance et qu'il y a plein de facteurs qui sont en jeu. Mais j'aime bien ce que tu dis par rapport au fait que oui, peut-être par rapport au budget, les contraintes de budget, bah, ça fait que les réflexions vont commencer à se pousser différemment. J'ai l'impression, ça commence en tout cas, tu vois, je sens un frémissement. Je sens un frémissement par rapport à ça. J'ai une idée là, un client avec qui j'ai échangé la semaine dernière. On a abordé cette question. J'ai même pas, d'ailleurs, quand je dis on a abordé, je dois leur rendre justice. C'est eux qui m'ont questionné concernant la suite, concernant comment on pourrait justement rendre la formation avec des meilleurs résultats. Et ils m'ont parlé en complément de coacher les éléments de la formation. Donc, on s'est mis d'accord sur un accompagnement en coaching en complément de la formation. Ouais, très bien, Alors, c'est pas courant, c'est pas régulier, mais je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Ah oui. très bien. Ouais. Hum, est-ce que justement, est-ce qu'il y a un projet de formation dont tu es très fier, particulièrement par rapport aux résultats? Parce que là, on est dans l'impact, on est dans l'efficacité. Dans ton activité, est-ce que tu as un projet comme ça?
que, qui te Ouais, dit quelque chose. je pense à plusieurs projets. Il y en a un notamment qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un projet de formation qui est devenu un projet récurrent. Donc déjà, c'est intéressant parce que travailler dans la durée, revenir chaque année, on peut construire des choses, on voit l'évolution, on peut adapter, il y a une confiance qui s'est construite. Et surtout parce que c'est une entreprise de la métallurgie c'est une PME, une très belle PME, et avec un dirigeant éclairé. C'est quelqu'un qui en fait, veut également que la formation profite à ses collaborateurs, leur permette en fait également, à titre personnel, d'évoluer, de se poser des questions, d'avoir un peu une approche de développement personnel. C'est sa conception en tout cas de son entreprise. Et je suis toujours ému quand il fait appel à moi parce que j'ai passé des très bons moments dans cette entreprise. J'ai vu la fierté des collaborateurs d'être considérés comme des personnes valables et à qui on peut proposer des sujets en dehors de la technique. Et j'ai également beaucoup apprécié la visite de l'usine où chacun me montrait ce qu'il faisait, la fierté de son travail. Hein. C'est un public de tourneurs, usineurs. Et j'en garde un grand souvenir. Et tous les ans, ce dirigeant, en fait, fait appel à moi. Et c'est une grande marque de confiance. Et tous les ans, on réfléchit à quelque chose de nouveau. Et il a vraiment ce souci de les faire évoluer personnellement également. Donc, c'est un beau projet et j'avoue que j'ai un vrai coup de cœur pour cette entreprise. C'est C'est clairement incroyable. Donc, déterminant. Ouais, ouais. L'implication du j'allais dire, dirigeant, hein. ouais, Ouais. j'allais dire la même chose. Ouais. C'est vraiment essentiel à quel point ça peut être déterminant et comment convaincre les collaborateurs, comment convaincre les employés, les équipes de l'importance de la formation lorsque la direction de l'entreprise n'est pas exemplaire ou ne porte pas le message, quoi. Donc on parle d'avoir des sponsors, là je pense que c'est effectivement c'est un cas idéal en tout cas. Ouais, Euh, vraiment. et justement, alors imaginons, euh, on va dessiner, non pas dessine-moi un mouton, mais dessine-moi un client parfait. Selon toi, euh, quelles seraient on va dire les caractéristiques du client parfait euh, qui viendrait te challenger? Alors, tant sur, je suis en train de biaiser un peu ta réponse, mais parce que j'aimerais bien t'entendre aussi là-dessus, mais tant au niveau de on va dire la commande formation, mais également de la commande évaluation. Voilà, si tu devais dessiner ton client parfait, à quoi ressemblerait-il? Ce client parfait, il il serait à la fois, il serait ouvert justement, il serait ferme sur les attendus, il serait ferme sur les objectifs, il serait ferme sur ce que la formation doit permettre, et il serait très ouvert sur les modalités. C'est pour moi un peu le cocktail idéal. Comme je le disais tout à l'heure, moi, j'y vais pas pour faire mumuse. Je vais en formation, c'est pour qu'il y ait des résultats, c'est pour se retrousser les manches et qu'à la fin, on puisse se dire, ouais, on a bien bossé, on a appris des choses, on va pouvoir les mettre en œuvre. Donc là, cette partie-là, mon client idéal, il serait exigeant concernant justement les attendus, concernant les livrables, concernant les résultats qu'il peut espérer. Après, et c'est souvent le cas, j'ai cette chance d'avoir des clients très ouverts au niveau de ce que je leur propose, des différentes modalités pédagogiques sur les contenus, sur mon approche. Donc pour moi, c'est un mixte des deux. C'est une grande confiance concernant ma partie, mon job. Hein. Voilà, file-moi les clés du camion et tu verras, je ferai tout pour ne pas te décevoir. Puis d'un autre côté, une fermeté sur ce qu'on attend de la formation, mais y compris, et j'apprécie beaucoup, moi, tu vois, quand j'ai un dirigeant, par exemple, qui vient ouvrir les sessions de formation. Et je suis souvent exigeant, moi aussi, par rapport à ça, en leur disant, alors, peut-être pas le dirigeant, parce qu'il a un emploi du temps en général qui est très serré, mais au moins un représentant de la direction qui vienne affirmer justement l'importance de cette formation, les moyens qu'on met en œuvre et les attentes qu'on a justement concernant ces projets. Donc pour moi, ça serait ça le mixte parfait. Ah oui, j'adore, je te rejoins complètement, hein. C'est des clients qui ne sont pas dans, je parle beaucoup d'ingérence pédagogique. Voilà, bonjour, monsieur Pascal, monsieur Fred, on a besoin de vous parce qu'on sait que voilà, vous êtes un expert de la formation, etc. Voilà, voici ce que l'on veut. On veut que
ça dure autant de temps que l'on fasse ça, qu'on commence par ça, telle séquence, ça, etc. Et à la fin, on a un cahier des charges où on se dit, mais en fait, vous avez juste besoin d'un animateur, point. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, avec derrière des besoins qui sont flous, des objectifs qui ne sont pas précisés, etc. Donc, comme tu dis, avoir des livrables très clairs. Et Ouais. par contre, faire confiance quand même aussi aux gens dont c'est le métier, hein. Moi, je ne vais pas voir mon médecin avec l'ordonnance déjà prête. On peut en discuter, mais en tout cas, je fais confiance quand même à ces quelques années de médecine pour Ouais. prendre une bonne décision, quoi. Bah, exactement, c'est exactement. Tu vois, ça rejoint le point dont on parlait entre confiance et soupçon. Oui. Bah oui, faites confiance aux professionnels. Moi, je m'ingère pas, tu vois, dans la technique hein, quand je vais chez mes clients. Évidemment, je vais pas leur dire, tiens, faut faire comme ça, comme ça. C'est pas mon domaine, c'est pas ma tasse de Mm. thé. Par contre, sur le métier formation, oui, oui, faites-moi confiance. Faites-moi confiance et vous verrez. On fera le maximum. Et évidemment, quand tu as affaire à un professionnel qui a un peu de bouteille, il sait où il t'emmène et faites-lui confiance, même si au départ, ça peut vous paraître un peu périlleux. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des sujets qui te... Alors, on a parlé On a déjà parlé de notre ami Calliope, d'autres choses, etc. Mais est-ce qu'il y a des sujets qui te préoccupent dans le monde de la formation? Alors, en positif comme en négatif, hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu observes, des tendances, des évolutions, des innovations, où tu te dis, tiens, ça c'est intéressant, c'est un chemin où ce sont des chemins à explorer, ou à l'inverse, tu te dis, alors ça me donne de l'urticaire. Euh, je ne veux surtout pas en entendre parler. Moi, je vais faire le lien, encore une fois, entre la formation et ce qui se passe d'un point de vue sociétal. On vit une époque, le moins qu'on puisse dire, troublée, je vais le dire comme ça, par euphémisme, mais d'un autre côté, on vit une époque de réinvention. C'est fabuleux, enfin, je veux dire, il se passe des choses assez extraordinaires, je ne pensais pas vivre ça de mon vivant, mais c'est une époque de réinvention, donc ça veut dire que notre défi, à nous, formateurs, et ça sera la même chose pour tous les autres corps de métier, c'est de se réinventer et d'arrêter de croire qu'on est sur une espèce de manne qu'on va pouvoir continuer on va pouvoir continuer à en profiter. Donc, il faut se réinventer à tout point de vue. Donc, moi, j'essaie dans mon métier d'avoir le plus de souplesse et d'agilité et d'ouverture à tout point de vue. Et je pense que cette période de réinvention, elle est à la fois excitante et évidemment un petit peu inquiétante. Mais on n'a pas le choix que de surfer la vague, parce que sinon on se la prendra en pleine tête. Et je pense qu'il vaut mieux accompagner justement ces changements. Je pense par exemple, je prends un truc au hasard, c'est l'intelligence artificielle. On a un défi de taille. Alors c'est un défi qui est posé à l'humanité, mais si on le ramène à notre profession de formateur, on a aujourd'hui un défi de taille. C'est l'utiliser intelligemment, faire preuve d'éthique. Sinon, on sera par contre au service de l'IA. Donc, et la question de l'IA, c'est une question parmi beaucoup d'autres. J'aurais pu parler de l'environnement, j'aurais pu parler des évolutions du marché du travail, de l'arrivée de certaines générations qui ont des codes et des attentes différentes. Donc tout ça, et dans notre métier, on est vraiment en première ligne par rapport à ces évolutions parce qu'on est en contact au quotidien, justement. Moi, je suis au contact au quotidien quasiment avec des salariés, avec des dirigeants, des RH, etc. Et je pense qu'on a notre carte à jouer, mais à condition d'être très ouvert et de surtout pas rester frileux, de pas rester isolé et de pas avoir cette tentation justement de mettre des œillères et de se dire on aura toujours besoin de formateurs et on continuera de faire notre métier comme ça. J'en suis pas sûr du tout, j'ai même la conviction inverse, mais je pense que on a l'avenir devant nous et on a une bonne place justement dans tous ces changements, mais à condition, encore une fois, d'être vraiment très ouvert et d'être capable justement d'avoir une posture qui évolue au gré des mouvements de société qui continuent et qui continueront dans les années qui viennent. Ouais, d'où l'importance de la communauté aussi. Ouais, c'est vrai. C'est d'où l'importance de la communauté. Parce que ça, tout seul, tu ne peux pas le réaliser. Ouais, C'est tout évident à que fait. tout seul, il y a trop de chantiers, il y a trop de défis immenses pour les mener individuellement et de front. Donc, c'est un appel également au regroupement, en effet. Ouais. Et si tu deviens voyant, qu'est-ce que tu vois comme métier Mhm. pour les formateurs d'ici 10 ans, d'ici 20 ans? Qu'est-ce que tu prévois comme changement? Je vois un hybride. Je vois un formateur devenu facilitateur, je le disais tout à l'heure, très à l'aise sur les outils numériques, mais à l'aise, par exemple, si on prend l'IA, à l'aise pour avoir une relation entre un assistant et un maître, à la fois pour le délester des tâches un peu ingrates, répétitives, mais également pour le challenger.
Je vois un formateur qui passera son temps sur des formations hybrides entre du distanciel, du présentiel. Je vois un formateur expert de la relation, au-delà du thème sur lequel il anime, une grande capacité à détecter les leviers sur lesquels il peut motiver, les freins, les biais cognitifs, les émotions, les siennes et celles des autres. Donc je le vois vraiment au carrefour de tout ça. Donc il y a un truc passionnant qui nous attend, mais à condition d'élever notre niveau de jeu et à condition d'entamer cette mutation. Quand je dis entamer, pour moi, il y a même une urgence. C'est pas demain, hein, c'est dès aujourd'hui où il faut commencer à évoluer comme ça. Et comment est-ce que tu... Alors, c'est très intéressant et très cohérent ce que tu dis. Et ça me pose la question, tu vois, est-ce que, par exemple, ta communauté de formateurs, est-ce que c'est la solution pour justement prévoir, aider les formateurs à y faire face, ou est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit tous faire par rapport à ces mutations? La communauté, pour moi, c'est une partie de la réponse. C'est pas la seule, mais ça en fait partie, en effet. Euh, pour le reste, je dirais que j'ai une conviction, moi, au fond de moi aussi, mais pour ça, il faut atteindre une indépendance financière. C'est la condition. Quand je dis ça, c'est que c'est un autre de mes combats, c'est permettre aux formateurs également d'être rémunérés décemment. Mais pour moi, idéalement, une semaine type d'un formateur, c'est 2, 3 jours de face à face, et le reste du temps, alors déjà, tu te refais un peu la santé parce que c'est un métier où il y a une grosse tension nerveuse, mais surtout, le reste du temps, tu le consacres à te préparer. Et ça, je suis convaincu qu'on doit arriver à ça. On peut pas. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, hein. On n'est pas bon, on n'est pas efficace quand on fait 5 jours de suite. C'est pas vrai, c'est humain. Je veux dire, le quatrième jour, tu es déjà sur les rotules, et le cinquième jour, tu termines à l'agonie, tu as l'impression d'être au sommet de l'Everest. Donc, il faut arriver à cet équilibre de faire, à mon avis, 2, 3 jours maximum de face à face par semaine, et le reste du temps, on se prépare. Et on se prépare aussi bien physiquement, psychologiquement, mais aussi pour mettre à jour justement nos compétences et nos connaissances, et on se forme. Pour moi, c'est l'équilibre parfait si on peut arriver à ça. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser, dans l'une de mes anciennes entreprises, je travaillais avec pas mal de développeurs informatiques et l'un des formateurs, donc qui était venu les former à l'ingénierie logicielle agile, avait utilisé cette image. Il expliquait que un musicien, il passe, allez, je vais dire ça à doigt mouillé, mais il passe peut-être, allez, 5-10% de son temps sur scène. Le reste du temps, il s'entraîne. Le Ouais. reste du temps, il s'entraîne pour devenir bon, pour devenir meilleur, etc. Donc la scène lui permet aussi d'apprendre, mais littéralement, il a besoin de se perfectionner, il a besoin de tester des nouvelles gammes, d'aller d'aller découvrir, on va dire, de nouveaux terrains de jeu, etc. Et on peut faire, quand je t'entends parler de cela, de la préparation des formateurs, des formatrices, le fait d'avoir du temps aussi pour maintenir, développer ses compétences. Ça me fait penser à ça. On ne peut pas être bon dans la durée, surtout pour se préparer aux défis dont tu parlais précédemment, si on est toujours la tête sous l'eau, tout Ouais. simplement, et que l'on est toujours face au groupe, avec les déplacements que cela occasionne, etc. Enfin, voilà, Ouais. ça n'est pas durable, clairement. Non, vraiment pas. Il faut tendre vers ça. Je sais que c'est pas facile, mais la condition, elle est que, en effet, on aille sur des projets correctement rémunérés qui nous permettent justement de ne pas avoir besoin. Mais je jette surtout pas la pierre à ceux qui sont dans cette situation. Je la connais, je l'ai connue. Et clairement, quand tu es obligé de courir après les heures pour réussir à avoir un salaire décent à la fin du mois, t'es plus efficace, t'es plus bon, c'est clair. Tu parlais d'éthique précédemment. Est-ce que vous en parlez au sein de ta communauté? Ouais. Pour moi, c'est un point important, c'est un point même central et essentiel. Je prends l'exemple souvent du rapport à l'IA. Je pense que cet outil, comme plein d'outils d'ailleurs, il va permettre le meilleur et le pire. C'est l'usage qu'on en fera, mais pour ça, il faut avoir une réflexion. Je pense que l'IA, je l'utilise de plus en plus, je me forme, parce que clairement, ça serait une grave erreur à mon avis de passer à côté. Mais il faut faire attention avec ça, il faut faire preuve je pense, de clairvoyance et d'honnêteté, notamment vis-à-vis de nos clients. Parce que demain, si je ne l'avertis pas que certains éléments ont été réalisés par l'IA et qu'il s'en rend compte, et il finira par s'en rendre compte, il va bien voir en fait que pourquoi faire appel à un formateur quand une IA peut faire la même chose et qu'elle me coûte moins cher et qu'ensuite je peux trouver quelqu'un à bas coût
pour, comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, animer un programme que j'aurais moi-même construit. Donc, l'éthique, elle est là, je la place à ce niveau-là. Et puis, sur une question d'éthique personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment nous, aujourd'hui, dans tous les défis de société là, qui nous attendent et qui sont des défis cruciaux, quelle part, en fait, on garde sur l'humain et quelle part on délègue à l'IA. Donc, il y a des choix de société. Et je pense que, on parlait tout à l'heure de l'avenir du formateur, la boule de cristal. Je pense que cette capacité justement à déjouer les impasses éthiques, etc., ça fera partie, pour moi en tout cas, d'une compétence centrale du formateur. clairement. Fred, super. Merci beaucoup. C'était tout ça, même côté éthique, c'est vraiment très riche. On arrive à la fin on arrive à la fin de l'entretien. Ce que je propose, c'est on fait un petit jeu d'évaluation formative. Hmm. Le mot de la fin, je ne sais pas si tu connais, mais moi j'ai appris ça de Jonathan qui a appris ça hier. Donc le mot de la fin, c'est on donne un mot de comment ça s'est passé pour le participant. Euh, Peut-être en expliquant pourquoi. Et puis, on n'a pas le droit de dire le même mot. Bon, on n'est que trois, donc ça va, je pense qu'on va trouver les mots, hein. Mais le mot de la fin. Et puis, bien sûr, si tu as d'autres choses à ajouter par rapport à des choses que nous, on peut mettre dans le podcast pour nos auditeurs, on mettra aussi les liens par rapport à la communauté et dans les, dans les notes du podcast. Donc, sens-toi libre de l'ajouter. Ouais. Donc, Fred, quel est ton mot de la fin? Pour moi, le mot de la fin, c'est stimulant. Stimulant. Ok. Parce que, Parce que d'abord, je vous remercie encore pour votre invitation, mais surtout parce que vos questions, elles sont formulées de façon à ouvrir la réflexion, à offrir des perspectives. Et ça, c'est vraiment le genre d'échange que moi je recherche et que j'aime installer justement dans une communauté. Donc, j'ai trouvé à tout point de vue que cet échange était très stimulant. super. Merci. Nous aussi, moi aussi. Jonathan, tu n'as pas le droit à des stimulants. Ah, non, non, je ne peux pas utiliser le même mot. Ça, c'est la règle lorsqu'on utilise cette méthode. Euh, eh bien, moi, je vais dire optimisme. Parce que, alors, je trouve Frédéric, mais très optimiste, mais vraiment dans le sens, pas dans le sens naïf, vraiment dans le sens justement positif. Et ça se ressent déjà. Alors j'avoue, hein, moi j'ai mon rituel le matin, je me connecte sur LinkedIn avant 9 heures. Et puis je vais regarder, voilà, je regarde un peu mon mur. Et en fait, c'est vrai que mon fil LinkedIn, et à chaque fois, quel que soit le sujet, j'aime bien ton angle d'attaque parce que voilà, il y a toujours ce petit côté optimiste où voilà, tu vas inciter les gens à agir, tu vas voilà, proposer des pistes de réflexion, mais on n'est pas on n'est pas dans la fatalité, même quand justement tu parlais des formateurs. Moi, je me souviens de tes premiers posts, c'est à ce moment-là que je t'ai découvert via LinkedIn, c'était sur les tarifs horaires des formateurs débutants, etc. Et c'est vrai que voilà, tu donnes des pistes de réflexion et d'action pour s'en sortir, voilà, pouvoir vivre décemment de ce métier. Et là, ça se sent aussi dans l'échange que l'on a eu ensemble. C'est vraiment optimisme parce que voilà, on sait que on vit une époque qui est compliquée, mais en tant qu'acteur de la formation, on a certainement aussi notre contribution à apporter et il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Moi, j'ai tendance souvent à voir le verre à moitié vide. Je suis un vrai râleur du Nord, un vrai Français râleur. Donc, ça me fait du bien de fréquenter des gens qui sont plus optimistes que moi. Donc, merci Frédéric. Merci, Jonathan. Moi, je dirais contributeur ou contribution. C'est marrant parce que tu finissais, Jonathan, avec le mot contribution. Moi, je trouve que moi, je suis toujours très admiratif des gens qui contribuent à ce métier, ce marché. Peut-être par volonté de contribuer en tant que personne ou parce que bah, ils voient des choses qui vont pas et qu'il faut aider et aussi je suis très admiratif des gens qui contribuent surtout lorsqu'ils ont un peu moins d'expérience que d'autres et donc toi tu as que entre guillemets que 11 ans d'expérience et tout ce que tu fais déjà je trouve ça génial et je trouve que bah, toutes les idées que tu as pour le futur aussi, c'était très cohérent. Je le vois bien, hein, ce que tu décris, et que
justement, il faut les gens comme toi pour nous aider à aller de l'avant, quoi. Donc, voilà le mot pour moi. Merci. Eh bien, nous Voilà, bah, voici avec écoutez, 3 mots. Voilà, on a nos 3 mots. Nos c'est 3 mots de super. fin. Écoutez, merci beaucoup à Jonathan et à Fred, c'était génial. Et puis, on Ouais, va publier ça dès possible dans notre podcast sur toutes les plateformes habituelles. À super. bientôt. Merci à tous les deux. C'était vraiment très riche et très agréable. Merci beaucoup. Merci Fred. À bientôt.